Revenons en arrière. Inversons le fil du temps. Asseyons-nous un instant à la terrasse d'un café, sur le Boulmiche, en ce mois de juillet 1967. Buvons un crème et mêlons-nous à ces jeunes hommes en costume et à ces jeunes femmes en tailleur. Ils ne le savent pas encore, mais ils vivent les dernières heures d'une époque. Comment pourraient-ils deviner d'ailleurs que bientôt l'homme de Londres, le sauveur de la France, sera conduit à la démission. La Chienlit aura eu raison du général. Ont-ils seulement prêté l'oreille à cette rumeur venue de l'autre côté de l'océan, ces beatniks qui revendiquent l'amour libre, ces hippies qui rêvent de renverser le vieux monde. Été 1967. À San Francisco, c'est le Summer of Love. Les Mamas and Papas en font l'un de leurs tubes. Si tu vas à San Francisco, sois certain d'avoir quelques fleurs dans tes cheveux. Pas encore de fleurs dans les cheveux de cette foule de jeunes gens qui se pressent dans les cinémas parisiens pour voir Delon jouer le samouraï. Et pourtant, si nous sommes bien loin de la mondialisation des années 2017, ce qui a commencé là-bas ne tardera pas à se produire ici. Le monde a commencé à changer. 1967. C'est l'année du commencement pour nous, chercheurs en sciences de l'éducation. Notre origine. Nous sommes des enfants des 30 glorieuses, enfants de la guerre et de la reconstruction, baby boomers, nourris à la croissance et à la consommation. Une discipline est née. A Star is Born. Elle porte le numéro 70. La serveuse qui ramasse les 50 centimes que nous avons laissés pour notre café, 50 centimes de francs, s'il vous plaît, n'en sait rien. À la rentrée, elle s'inscrira en philo. Elle lit Jean-Paul Sartre et écoute Boris Vian chanter la complainte du progrès sur son tourne-disque. Elle a fréquenté l'école de filles, puis le lycée. Elle n'a pas lu Les Héritiers, sorti 3 ans plus tôt. Mais elle se demande ce que les philosophes des Lumières penseraient de cette école dans laquelle elle s'est si souvent ennuyée, dans laquelle elle a dû apprendre à réfréner ses désirs, de laquelle ses condisciples, moins fortunés, sont sortis précocement. Dans la première moitié du XXe siècle, différents pédagogues se sont pourtant efforcés de penser une autre école, Freinet, Montessori, Nil, mais leur impact a été limité, le nombre de praticiens freinés ne dépassant guère les 2%. En 1967, l'école doit faire face à un nouveau défi, celui de la massification. Entre le début de la mise en œuvre de la réforme Berthoin en 1959 et le vote de la loi Abi en 1975, le nombre d'élèves scolarisés dans les classes des collèges de la 6e à la 3e passe d'un peu plus d'1 million à 3 millions. Face à ces défis, les sciences de l'éducation prendront-elles la voie de la pédagogie expérimentale ou assumeront-elles un militantisme réformateur? Un colloque s'ouvre à Amiens le 15 mars 68. Il se donne en partie pour projet de remédier pédagogiquement à l'ennui scolaire et à la chape que font peser sur l'enseignement autoritarisme et rigidité. Une revendication majeure émergera à Amiens. Elle concerne la formation des maîtres et recommande de mettre en place une formation initiale de caractère universitaire, en partie commune à tous les maîtres. Il faudra attendre 1990 pour que ce vœu se réalise. La remise en cause du système éducatif n'attendra pas autant. Mai 68 éclate comme un feu d'artifice offert pour le premier anniversaire de notre toute jeune discipline. Un feu d'artifice qui met la contestation des méthodes d'enseignement au cœur des débats. Alain Perfit ne s'y trompe pas, qui consacre l'essentiel de son discours de démission le 28 mai 1968 à la pédagogie, le concluant par un enthousiasme surprenant. Une page est bien tournée, l'université impériale et le lycée caserne sont bien morts. Enseignants, étudiants, élèves, une université toute neuve est à portée de votre main. Accélérons le cours du temps.
notre discipline s'épanouit dans une France qui connaît des changements économiques, politiques, technologiques considérables, mais aussi son lot de difficultés, de crises, de désenchantements, de tragédies même, plaçant l'école et la formation d'adultes au cœur d'enjeux considérables, faisant de l'une et de l'autre des terrains d'affrontement. Ces affrontements ne manquent de questionner la place des chercheurs en sciences de l'éducation. Doivent-ils maintenir leur neutralité? Doivent-ils prendre position, assumer le caractère politique de leurs recherches, voire participer à la transformation? La discipline se trouverait-elle à la croisée des chemins? À la question que nous lui posions en vue de ce colloque des 50 ans, comment imaginez-vous les sciences de l'éducation dans 20 ans? Bernard Charlot répondait: deux scénarios sont envisageables. Premièrement, un scénario nord-américain, asiatique, globalisé, dans lequel l'éducation sera objet de pratiques techno-cérébrales sur un marché privé compétitif, et les sciences de l'éducation, un champ de recherche rentable, nourri de neurosciences, d'intelligence artificielle et de communication. Deuxièmement, un scénario sud-américain, et peut-être africain, où la question de l'éducation, et donc les sciences de l'éducation, sera le foyer d'une résistance anthropologique, microsociale et subjective de ceux qui refuseront de sacrifier la faille humaine à la machine efficace. Les deux scénarios, conflictuels, peuvent éventuellement fonctionner en complémentarité, renvoyant à des populations différemment situées dans les champs de pouvoir. Nous sommes en septembre 2017, nous avons 50 ans, le futur est à écrire. Tantu, teaching you the language of beats. Let's go.